Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de réseau informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder le nouveau chapitre qui va détailler les différents protocoles de routage utilisés dans le routeur Cisco. Nous allons aborder plus particulièrement le protocole vecteur distant et ainsi que le protocole de routage à état des liens. Le premier protocole que nous allons détailler, c'est le protocole RIP. C'est l'un des protocoles le plus utilisé dans la configuration des réseaux informatiques. Le protocole RIP, c'est un protocole vecteur distance et il y a deux versions. Il y a RIP version 1 qui est définie par le RFC 1058 et RIP version 2 définie par le RFC 1723. Si vous googlez RFC 1058, vous allez trouver tous les détails concernant la définition de ce protocole et son amélioration avec le RFC 1723. Donc, RIP veut dire Routing Information Protocol. Donc, c'est un protocole pour le routage de l'information. La différence entre RIP version 1 et 2 est celle-ci. RIP version 1 est ce qu'on appelle le protocole classful. Ça veut dire le masque par défaut. Ce sont des masques basés sur la classe A, la classe B, la classe C. Ça veut dire 255.000 pour toutes les machines de classe A, 255.0.0 pour toutes les machines de la classe B et 255.0 pour toutes les machines de la classe C. Tandis que RIP version 2 va plus loin, il dit on ne définit plus les classes selon les adresses IP selon les classes, mais on utilise ce qu'on appelle le masque étendu. Donc je peux avoir un masque /26, /17, /18, /30, tout dépend du nombre de machines que j'ai dans mon réseau. Le RIP version 1 utilise le broadcast pour envoyer les mises à jour, les différentes tables de routage, tandis que RIP version 2 utilise le multicast. Quand on utilise le broadcast, on inonde le réseau. Toutes les machines appartenant au même domaine de broadcast vont recevoir les mises à jour, même ceux qui ne sont pas concernés. Tandis que le multicast, rien que les machines qui vont utiliser RIP seront concernées par ces multicasts. Donc, préfixe dans le mise à jour. Ici, préfixe plus masque des sous-réseaux dans le mise à jour. Non seulement on envoie le préfixe des réseaux, d'accord, l'adresse réseau de différentes branches qui sont connectées au routeur, mais on envoie également le masque des sous-réseaux. Donc, RIP version 1 supporte au-delà de cette configuration le VLSM qu'on avait parlé tout à l'heure, qui nous permet de créer des masques étendus. Et il supporte aussi l'authentification pour raison de sécurité. Ça veut dire que je ne peux pas recevoir la table de routage d'un autre routeur si il n'est pas authentifié. Bien sûr, vous devez configurer ce mécanisme. Le nombre de sauts, c'est la caractéristique du protocole RIP. C'est un protocole qui utilise comme métrique nombre de sauts. Comment mesure? On compare deux routes, on le compare par le nombre de sauts. La route qui m'offre moins de sauts sera la meilleure route, mais que la route qui aura plus de sauts sera la mauvaise route. Maintenant, le maximum qu'on ne peut pas dépasser, c'est 15. Une route qui dépasse plus de 15 sauts, c'est une route qui devient inaccessible. C'est aussi utilisé comme paramètre pour inonder des routes. Lorsqu'on a une route à problème, on peut changer sa valeur à 16 pour indirectement dire que c'est une route qu'on ne peut pas utiliser. C'est pour ça qu'on appelle ça métrique de mesure infinie. C'est 16. Donc, les mises à jour sont envoyées chaque 30 secondes. Le routeur envoie chaque 30 secondes de mise à jour, ça veut dire les différentes tables de routage. Mises à jour sont envoyées en broadcast. Et le protocole RIP a une distance administrative de 120. La distance administrative est la valeur qui permet de comparer deux protocoles de routage pour une même route. Donc, le protocole de routage, on sait qu'on appelle le niveau de préférence. D'accord? Un protocole est préféré par rapport à un autre si sa distance administrative est inférieure
au deuxième protocole. Par exemple, l'OSPF a une valeur inférieure à RIP. Donc, si on a le même schéma proposé par RIP et par l'OSPF, le routeur va opter pour l'OSPF parce que la distance administrative de l'OSPF est inférieure à la distance administrative du protocole RIP. Les avantages, c'est que c'est un processus qui est léger, donc facile à implémenter et intégré presque dans tous les systèmes d'exploitation. Le seul inconvénient, c'est la convergence qui est lent. La convergence, c'est quand un routeur détecte qu'il y a un réseau inaccessible, il doit mettre à jour sa table de routage et informer le voisin. Donc, le temps que tous les voisins soient informés de la situation et que leur table de routage soit mise à jour, ces temps-là, on appelle ça les temps de convergence, c'est-à-dire les temps où tous les routeurs sont informés et sont à jour. D'accord? Donc, ça prend beaucoup de temps. Si ça prend beaucoup de temps, ça veut dire quoi? Que certains routeurs vont utiliser toujours l'ancienne information. Et vu qu'ils utilisent l'ancienne information, ils ont mal routé le paquet arrivant. Donc, le temps que le routeur soit à jour pour bien prendre des décisions. Donc, le nombre de sauts, c'est la métrique qui est utilisée, le maximum, c'est 15. Dans le RIP, on n'a pas besoin de système autonome, comme on a dit, c'est le regroupement des machines sous une même autorité. Il n'y a pas de système autonome. Et comme conséquence, le routeur ne connaît rien d'autre que lui-même. Et le seul moyen pour sortir le système autonome des RIP, c'est en utilisant ce qu'on appelle le routage statique par défaut. Le RIP utilise plusieurs compteurs de temps. L'un des compteurs, c'est les updates. C'est pour envoyer les mises à jour. Comme je vous ai dit, chaque 30 millisecondes, les mises à jour sont 30 secondes, pardon, les mises à jour sont envoyées. Il a aussi d'autres métriques invalides. C'est pour déclarer qu'une route est invalide. C'est le temps avant de considérer qu'une entrée comme périmée. D'accord? C'est très important pour forcer le protocole à mettre à jour une route. Le hold down, c'est souvent utilisé lorsqu'on veut modifier la valeur d'une route qui a été récemment modifiée. On a un temps minimum qu'on doit observer avant de changer la valeur. Sinon, on aura des changements fréquents et ça va créer l'instabilité de la table de routage. Et le flash, c'est le temps avant la suppression. Donc, le temps minimum pour supprimer tout le contenu de la table de routage. Donc, si vous regardez ces temps, le update est plus petit que invalide. Invalide, c'est la même chose que hold down. Et le flash, c'est un peu update x 6. D'accord? Tandis que les autres, nous avons le flash, nous avons le hold down et nous avons l'invalide. Des informations supplémentaires qui sont utilisées, c'est le support de mise à jour déclenché, prévu pour les réseaux LAN homogènes de petite taille. Souvent, on utilise ça pour les réseaux de petite taille, le protocole RIP. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase la plus importante, c'est la configuration. Comment configurez-vous un protocole, plutôt le routeur, en utilisant le protocole de routage RIP? Ici, je souligne que nous sommes dans la version 1, RIP version 1. La commande basique, c'est la commande routeur RIP. Routeur, c'est pour dire je suis en train de configurer le protocole de routage. Et RIP pour dire que je choisis le protocole RIP comme protocole de routage. Bien sûr, lorsque vous configurez, vous devez toujours être en mode config. Ça veut dire vous tapez d'abord config terminal, puis à l'intérieur, vous tapez routeur RIP. On peut maintenant définir combien de réseaux sont connectés au routeur. Donc, si vous prenez un routeur, combien de branchements de câbles le routeur possède? Si le routeur a 3 branchements de câbles, donc on aura 3 networks. Si le routeur n'a qu'un seul branchement de câbles, donc on n'aura qu'un seul network command. Donc, le nombre de networks que vous voyez ici, c'est le nombre de routeurs, de câbles qui sont directement connectés au routeur. À chaque connexion, c'est un sous-réseau différent. D'accord? Et plus tard, on parlera de VLAN, c'est-à-dire le nombre de VLAN qui interagissent en utilisant le routeur, plus 1 sera le nombre total de sous-réseaux. Donc pour l'instant, oublions un peu le VLAN. Au moment opportun, nous en parlerons.
Donc ici, vous voyez directement le routeur qui sont connectés. Donc je peux utiliser la commande network, c'est pour définir le réseau directement connecté au routeur, et ces réseaux-là seront utilisés pour la mise à jour. Comme je peux choisir aussi neighbor, d'accord? Donc par défaut, on peut définir le routeur, donc comme on peut définir l'interface voisine, c'est-à-dire ce n'est pas les réseaux. Quand on fait network, on précise les réseaux, mais quand on fait neighbor, je donne directement l'interface de l'adresse du routeur voisin, d'accord? Donc vous avez la possibilité d'utiliser neighbor comme network, mais en général on utilise network. Lorsque vous ne voulez pas que votre routeur envoie des mises à jour via une interface, il faut mettre cette interface en mode passive, d'accord? Lorsque vous voyez par exemple cette commande passive interface fast ethernet 00, ça veut dire que le routeur n'enverra jamais les mises à jour sur cette interface. Par défaut, le routeur, comme il fait en broadcast, il envoie les mises à jour sur toutes les interfaces qui sont connectées. Or, quand il envoie l'information vers phase 00 qui est mon réseau local, je n'ai pas d'autres routeurs qui vont interpréter cette information. Donc, c'est une saturation inutile. Donc, pour ne pas saturer mon réseau, je préfère rendre passive cette interface. On peut aussi utiliser le mécanisme des split horizon. Comment on intègre split horizon? C'est IP split horizon. Donc, vous m'avez déjà parlé des split horizon sur une interface. Ça empêche à ce que les informations sortant de cette interface reviennent vers la même interface. D'accord? Donc, on l'applique au niveau de l'interface qui est la commande IP split horizon. No IP split horizon, c'est-à-dire on désactive IP split horizon si cette interface était activée. Timer, on peut définir les différents temps. Comme on avait parlé des temps, par exemple, update, l'invalide, le shutdown, ainsi que le flash. Ces différents temps-là, on peut le définir. Donc, l'ordre, c'est d'abord l'update, suivi d'invalide, de hold down et de flash. Donc, si je dis timers basique 30, 30, ça veut dire les 30 secondes pour les updates, 180, 180 pour l'invalide, et 180, 180 pour le hold down, 240 pour le flash. Donc, on voit que l'invalide, c'est 6 fois le update. Donc, on peut insister que c'est le routeur, la version RIP version 2, en insistant sur le mot-clé version. Donc, lorsque vous ne mentionnez pas le mot-clé version, pour le routeur, c'est la version 1. Mais lorsque vous insistez version espace 2, là, vous avez le protocole de routage version 2. D'accord? Donc, on peut envoyer le mise à jour ou recevoir le mise à jour. On n'est pas obligé de le configurer, mais si vous le configurez, vous pouvez insister. Quels sont le message que je vais recevoir ou envoyer? D'accord? Donc, est-ce que c'est la version 1 que je vais recevoir ou envoyer, ou la version 2 ou le 2? D'accord? Donc, vous pouvez ou ne pas les configurer. Si vous ne les configurez pas, par défaut, vous allez recevoir et envoyer. Et par défaut, c'est RIP version 1. Default Information Originate. Ça, c'est très important. Donc, la propagation de route par défaut n'est pas réalisée au niveau de routeur. Donc, pour forcer qu'une route par défaut, par exemple, qu'on a définie avec la commande iproute 0000 soit intégrée dans la table de routage ou autre route par défaut que vous avez définie, il faut définir le mot-clé Default Information Originate. Donc, ce routeur va envoyer également le route par défaut qu'il connaît. Donc, si cette commande n'est pas activée, les routes par défaut ne sont pas ajoutées dans la table de routage, plutôt dans la table de mise à jour qui sera envoyée. On peut définir aussi le nombre de chemins possibles, d'accord? Donc, le maximum, c'est 4 possibilités. Donc, on peut définir combien de possibilités vous voulez avoir et cela va permettre d'équilibrer la charge. Donc, le nombre max de liens avec le même métrique pouvant être utilisé pour la répartition des charges. Par exemple, si j'ai 3 routes avec la distance 5, 5, 5, ça veut dire au lieu d'utiliser une des routes seulement, on peut équilibrer entre ces 3 routes pour que la charge
ne pèse pas sur une seule route. D'où la commande maximum path 4. Ça veut dire, si vous trouvez 4 routes de même métrique qui ont pour destination un nœud bien défini, ces 4 routes-là peuvent être utilisées pour équilibrer la charge. Redistribute statique, c'est souvent utilisé quand vous voulez votre protocole RIP communique avec un autre protocole. Parce qu'un routeur peut, dans un routeur, on peut installer plus d'un protocole de routage. D'accord? On n'est pas obligé seulement d'avoir RIP, on peut avoir RIP et l'OSPF. RIP communique avec les machines qui sont dans la zone A et l'OSPF communique avec les machines qui sont dans la zone B. D'accord? Pour que l'information de RIP soit intégrée dans l'information de l'OS, parce que ce sont deux systèmes séparés, isolés, deux processus séparés, isolés, ne se connaissent pas. Pour que ces deux processus puissent fonctionner, échanger de l'information, on doit insister sur distribute statique. Comme ça, les deux routes statiques vont être échangées. Donc ça, c'est différentes étapes pour la configuration de RIP. Vous devez activer d'abord RIP, routeur RIP. Vous devez spécifier les réseaux avec la commande network. Ça, ce sont les deux étapes obligatoires. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter des options telles que désactiver les émissions inutiles, ajouter le compteur, changer leur valeur si vous voulez, quelle est la version du RIP que vous voulez. Par défaut, c'est version 1 et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les différentes étapes. Mais ce qui nous est demandé, c'est les deux premières étapes. Activer RIP et spécifier les réseaux. C'est ce que vous devez connaître. Le reste, c'est secondaire. Donc, commande routeur RIP, c'est pour configurer. Et la commande network, c'est pour ajouter les différents réseaux qui sont connectés au RIP. Donc, la partie optionnelle, passive, définir le temps, définir la route par défaut, le maximum de paths. Donc, si j'ai par exemple ce routeur lab, il y a combien de connexions? Il y a 1, 2, 3 connexions qui sont connectées, 3 câbles connectés au routeur. Chaque câble, ça veut dire un segment. Chaque segment, ça veut dire un sous-réseau. Voici le sous-réseau qui est connecté au F00. Voici le sous-réseau D101.11.0/24 qui est connecté via les serial 00 et le troisième sous-réseau. Donc, lorsque je configure RIP, je vais avoir 3 commandes network. Donc, routeur RIP. Après, j'aurai network pour le premier, network pour le deuxième et network pour le troisième. Si vous remarquez bien, lorsqu'on configure RIP, on ne donne pas le masque par défaut après la commande, l'adresse réseau, parce que c'est pour un but. Donc, on peut vérifier si tout a été bien configuré. Donc, il y a deux commandes. La commande show qui va nous aider plus tard à regarder la table de routage. Si ces informations ont été écrites dans la table de routage. Sinon, la commande debug peut nous aider à voir les échanges s'il y a les interactions entre mon routeur et les autres routeurs. Donc, show IP protocol nous dit quel est le protocole qui a été configuré, c'est RIP. D'accord, ça c'est différents détails. Show RIP database nous donne l'information sur la base de données interne au routeur, comment de différents nœuds sont connectés. Debug IP RIP, il va nous donner un instant, chaque instant, les différents messages reçus ou envoyés par le protocole RIP. Et on peut regarder les événements également. D'accord? Donc ça c'est le premier protocole. Donc je vous invite à vous familiariser avec RIP. Ça va vous aider à configurer vos premiers routeurs. Le deuxième protocole aussi qui est un protocole vecteur distance, c'est le protocole IGRP propre à Cisco. D'accord? C'est un protocole propriétaire Cisco, vecteur distance. Il remplace RIP sur les réseaux hétérogènes. Donc on a divers types de réseaux. Donc IGRP veut dire Interior Gateway Routing Protocol. Donc la métrique pour le RIP c'était le nombre de sauts, tandis qu'ici sa métrique c'est la bande passante, le délai, la fiabilité, la charge. Ça veut dire qu'il utilise plus de 3 paramètres, c'est-à-dire 4 paramètres pour calculer la métrique. Donc c'est une combinaison de toutes ces valeurs. Donc l'avantage ici, on n'a pas le nombre limité pour le saut. On peut passer d'un à un autre comme on veut. Il n'y a pas un maximum de 15.
Donc la métrique utilise 24 bits, c'est-à-dire des valeurs qui vont de 0 à 16 777 215. D'accord? Quelle est la formule pour calculer cette métrique? C'est K1 fois la bande passante plus K2 fois la bande passante divisé par 256 moins la charge plus K3 fois les délais et K5 fois la reliability plus donc K5, K4. Et au cas où les autres paramètres là sont nuls, d'accord, et K1 est égal à 1 et K3 est égal à 1, vous aurez la métrique comme étant la bande passante plus le délai. Ok? Donc à l'époque, la bande passante, c'était le maximum qu'on pouvait avoir dans le 100 mégas, le 10 mégas, pardon. Donc 100 mégas. Donc maintenant, on a plus de 100 mégas. On faisait 10 à la puissance C divisé par la bande passante que nous avons, plus la somme des délais. Maintenant, ce n'est plus seulement 10 puissance 7 parce que nous avons au-delà des 10 puissance 7. Donc le maximum de routes qu'on peut avoir pour une même destination, c'est 4. Donc il y a trois types de routes. Il y a des routes intérieures quand nous sommes dans le système autonome qui fait en sorte que le routeur à l'intérieur communique. Les routes système, ça veut dire les routes internes propagées à l'intérieur du système autonome. Et les routes extérieures, c'est la liaison entre différents systèmes autonomes. Donc ici, vous êtes, le nuage ici représente le système autonome. D'accord? Tous les routeurs à l'intérieur sont gérés par une même société ou même une même autorité. D'accord? Donc ce routeur va échanger, va configurer en interne le protocole de routage qui va échanger l'information avec les branches qui sont directement connectées à lui, comme peut échanger aussi avec d'autres routeurs. D'accord? Et mon routeur qui est à la frontière peut échanger avec d'autres systèmes autonomes. Donc je vais recevoir les informations venant de l'extérieur et je le fais entrer. Ça, c'est la route extérieure. Donc si vous revenez, la route intérieure entre les sous-réseaux directement connectés, route interne propagée. Donc entre les routeurs qui sont connectés, c'est l'intérieur. Mais si j'envoie des mises à jour à d'autres routeurs, par exemple ces routeurs-là, ça c'est le route système. D'accord? Si je reçois de l'extérieur, c'est route extérieure. Donc on a aussi le même système comme le RIP avec des compteurs update, invalide, flash down, hold down et flash. D'accord? Seulement, il y a des petites variations au niveau du temps, tel que invalide et hold down. Il y a une différence de 10 secondes maintenant. Et en plus, le update n'est plus de 30, mais passe à 90 secondes. Et cela influe aussi sur la valeur de flash, qui va jusqu'à 630 secondes. Donc la configuration aussi, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Donc, si vous configurez le routeur RIP, vous tapez routeur RIP. Mais si vous configurez l'IGRP, ça sera routeur IGRP. Et à côté, vous devez mettre le numéro de votre système autonome. Chaque opérateur a un numéro de système autonome. Mais lorsqu'on configure, il y a deux modèles de système autonome. Il y a des numéros publics, ça veut dire que c'est attribué par le régulateur de chaque pays. Donc, dans le monde entier, chaque opérateur est identifié par son numéro du système autonome. Mais si vous êtes un système autonome, par exemple Vodacom ou Airtel, vous pouvez en interne vous-même aussi créer votre propre système privé. D'accord? Et attribuer des valeurs. Donc, toujours il y a l'intervalle des valeurs publiques qu'on ne peut pas toucher. Donc, on achète, c'est comme les adresses IP publiques et les adresses privées qu'on peut jouer avec comme on veut. D'accord? Donc, après avoir configuré le RIP, la commande qui suit, c'est le network. Donc, là, vous devez insister sur deux valeurs. Premièrement, le network de toutes les branches qui seront connectées au routeur. La même chose qu'on avait fait pour le RIP. Si je vais donner l'adresse de l'interface voisine, j'utilise neighbor. Mais si je vais donner l'adresse réseau, j'utilise les network. On peut aussi mettre une interface en mode passif pour ne pas envoyer les mises à jour. Si vous voulez désactiver ça, vous mettez non passif. Donc, au niveau de Cisco, toute commande qui a été configurée peut être désactivée juste en la précédant du mot-clé NO, ça veut dire non. No espace la commande qui a été saisie avant.
c'est pour désactiver cette modification. Donc, on peut appliquer aussi les split horizon comme on a fait pour le cas du RIP. D'accord? Au niveau des interfaces, on peut définir le maximum aussi des chemins qu'on peut avoir. On peut aller au-delà, on peut définir la variance, ça veut dire le coefficient de répartition des charges entre liens ayant des métriques différentes. Et on peut définir aussi les différentes valeurs de K1, KD, K3 jusqu'à K5 pour calculer la métrique. D'accord? Par défaut, K1 et K3 est égal à 1 et le reste c'est 0. C'est pour ça que vous avez bande passante, 10 puissance c divisé par bande passante plus le délai. OK? Mais au cas où les autres valeurs ne sont pas nulles, donc il y aura toute une formule. Donc comment on assigne ces valeurs? C'est la commande métrique. Donc ici métrique, weight, et vous assignez les valeurs. On peut aussi définir les différents timers, comme pour le cas de Windows, plutôt de RIP. On peut définir aussi le nombre de sauts maximum qu'on ne peut pas dépasser. IP Default Network, d'accord. On peut définir les réseaux par défaut. Donc, propage ces réseaux dans la IGRP comme route externe. Les réseaux doivent être connus IGRP. On peut redistribuer les routes pour permettre à deux protocoles différents de communiquer et aussi échanger les routes statiques. Donc, on peut définir la bande passante d'une interface. Pour dire cette interface va être une interface de tel mégabyte, donc vous devez préciser la valeur. La partie la plus importante, c'est d'activer l'IGRP, spécifier les réseaux comme on a fait pour le routeur avec RIP. Le reste, c'est optionnel. Donc, routeur et IGRP, le système autonome, c'est obligatoire les systèmes autonomes. Dans le RIP, on ne donne pas ça, mais dans le IGRP, vous devez donner les numéros. Et suivi de la commande network pour tous les réseaux. Le reste, comme on avait fait pour le cas de l'IGRP et de RIP, c'est pareil. Donc, lorsque vous avez trois réseaux, la première des choses, vous vous posez quel est le numéro du système autonome. Supposons c'est 65 000. Donc, vous allez taper routeur IGRP 65 000. Et j'ai combien de networks? J'ai 3, donc j'aurai 3 commandes network. 1, 2, 3. Et à côté, je vais mettre chaque réseau. Ici, en plus, on définit l'interface sérielle. On sait que ces sériales, c'est soit 56 kilobits par seconde. Donc, vous définissez aussi la bande passante de 56 kilobits par seconde. Donc, la même chose qu'on avait fait pour RIP, il y a la commande show et debug. C'est pour vérifier que tout est bien configuré. Quand on fait show, par exemple, IP protocols, il nous dit, voilà, le protocole qui est configuré, c'est l'IGRP. Et il nous donne les détails. On peut regarder les événements pour traquer si quelque chose marche bien ou pas. D'accord? Le dernier protocole dans le cadre de l'état des liens, on veut parler du protocole RIP version 2. Mais avant de souligner RIP version 2, juste un petit rappel. La notion de VLSM, c'est une notion qui a permis de tendre le masque du sous-réseau pour ne pas gaspiller les adresses. D'accord? À la place des classless. Donc, le routage classless, c'est des routages qui utilisent le masque par défaut /8/16/24 tel que les cas des RIP et des IGRP, mais tandis que classful, c'est le cas du protocole RIP version 2. Donc RIP version 2 comparé à la RIP version, au protocole RIP version 1 apporte beaucoup plus la notion du VLSM et la notion d'authentification. D'accord? Comme on a dit, le protocole de routage intérieur, protocole avertir distance. Le métrique utilisé, c'est le nombre de sauts, maximum c'est 15. C'est pareil pour RIP version 2. Il y a beaucoup de techniques qui ont été utilisées pour éviter des boucles telles que split horizon, compteur de retenue, poison inverse. Donc ça permet d'éviter des boucles. Le protocole de routage, c'est classful. Donc on utilise le masque par défaut /24/8/16 et ne supporte pas les VLSM. Tandis que RIP version 2, c'est l'amélioration de RIP version 1. Routage intérieur, ça veut dire on peut créer ce qu'on appelle des zones. Le protocole à vecteur distance, comme la version 1, 15 c'est le nombre maximum. Donc on peut utiliser le même technique pour empêcher les boucles telles que split horizon, compteur de retenue, poison inverse, ainsi de suite.
Donc, c'est des routages classless, ça veut dire qu'ils utilisent des masques étendus. Et lorsqu'on envoie une route, on envoie non seulement l'adresse réseau, on envoie aussi son masque étendu. Et supporte le VLSM. Alors, en plus de cela, on utilise aussi la méthode d'authentification cryptée pour permettre à deux routeurs de s'authentifier avant d'échanger les informations de routage. Ça permet de sécuriser les réseaux. Donc, RIP version 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer le protocole RIP comme on fait routeur RIP, mais seulement après avoir tapé la commande routeur RIP, la commande d'après doit être version espace 2 pour dire voilà, nous utilisons la version 2 et indiquer avec network les différents réseaux qui sont connectés. Donc, routeur RIP, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième étape, insister sur la version, c'est la version 2. Okay? Et la troisième étape, on peut ajouter autant de network que nous voulons. D'accord? No auto summary, c'est pour empêcher l'agrégation par défaut de route. Ça veut dire comme on a appris les CIDR, donc les différentes routes seront regroupées pour réduire la table de routage. Mais lorsque les routes viennent des interfaces différentes, regrouper va créer la confusion au niveau du routage. Tout, il faut désactiver le summary qui est fait par défaut. Donc on utilise no auto summary pour dire que par défaut, on n'agrège pas de route. Donc, si vous avez par exemple le routeur A qui est connecté à deux sous-réseaux qui utilisent le RIP version 2, comment on configure le protocole de routage RIP version 2 au niveau du routeur A? On tape d'abord la commande routeur RIP, c'est pour dire j'ai défini le protocole de routage RIP. J'insiste sur version 2 pour dire que je vais utiliser la version 2 et j'ai défini les networks. Je n'ai que deux networks qui sont là, le premier réseau et le deuxième réseau. Et vous les définissez, vous mettez no auto summary. Donc RIP va marcher. Mais si vous voulez faire de la sécurité, donc là il faut créer d'abord une chaîne, d'accord? Donc un mot de passe si on peut le dire. Donc créer chaîne, on l'écrit avec le mot clé key, chain. Par exemple, vous donnez le nom de votre chaîne et vous donnez la clé. Et par la suite, vous allez taper keystring. Donc, quel est le mot de passe qui sera utilisé? Et vous définissez cela. La même chose que vous avez fait pour un routeur A, vous devez le répéter pour le routeur B. D'accord? Pour que les deux routeurs communiquent en mode authentifié. D'accord? Donc, RIP authentification, va nous aider maintenant à appliquer ce qu'on avait créé ici comme chaîne Toto. RIP Authenticate Keychain Toto. Ça veut dire je vais utiliser pour mes communications un message crypté et qui aura pour clé de décryptage, c'est le mot ABCDE. D'accord? Donc dans l'autre routeur, vous devez refaire la même chose. Si un routeur est configuré avec authentification, l'autre n'est pas, les deux ne peuvent pas échanger les tables de routage. Donc, Show IP Protocol vous donne les informations sur quel est le protocole qui a été configuré. Si c'est RIP, il va vous donner si c'est la version 1 ou la version 2. Donc, il y a la commande Show IP Route pour voir la table de routage. Show IP Interface Brief pour voir toutes les interfaces qui ont été configurées. On peut aussi faire la commande Debug IP RIP pour visualiser les différents messages échangés par le protocole ou reçus par le protocole RIP. D'accord, RIP event pareil. Donc, la première partie nous a permis d'aborder trois protocoles à état des liens, le protocole RIP version 1, IGRP et le protocole plutôt RIP version 2. Tout ce qu'on peut retenir de ces deux ou trois protocoles, ce sont des protocoles qui se configurent dans un environnement où il n'y a pas de système autonome pour RIP version 1 et il y aura les systèmes autonomes pour le RIP version 2 ou l'IGRP. D'accord? Et RIP version 2 améliore RIP version 1 en introduisant la notion d'authentification et l'utilisation de masques étendus VLSM. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour la continuité de notre cours.